Donc, je m'appelle Pauline Gras et je travaille effectivement dans le service de cardiologie pédiatrique et congénitale ici au CHR. Et, je remercie l'association d'avoir organisé cette matinée ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à son organisation. Mon rôle aujourd'hui était de vous parler du rôle de l'échographie dans la maladie de Kawasaki, tant dans le diagnostic que dans le suivi à plus long terme. Et ce que je disais à mes collègues, j'aurais aimé avoir votre topo, à vous mesdames, avant de faire le mien, parce que je me rends compte qu'il y a des questions auxquelles j'aurais pu développer, mais je vais tâcher de faire ça à la fin de mes diapositives, pour être la plus complète possible. Alors, je ne vais pas revenir sur les données d'épidémiologie générale que mon confrère Monsieur Dubos a bien décrit. Par contre, on va s'arrêter sur l'atteinte coronaire. Donc, juste un rappel très simple. Les coronaires, ce sont les artères qui vascularisent le muscle cardiaque. D'accord ? Dans une maladie de Kawasaki, en l'absence de tout traitement, on sait qu'il y a un quart des patients qui vont développer une atteinte coronaire. Avec le traitement, heureusement, on réduit cette incidence à 15% des patients, à 13%, pardon. 4% vont garder des séquelles et 4% vont aussi développer des anévrismes malgré le traitement initial qui est la perfusion des immunoglobulines. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est le docteur Romo qui détaillera ça un petit peu plus tout à l'heure. Donc voilà. C'est rare, mais on est d'accord, la plupart des personnes qui sont là ont été touchées par cette atteinte coronaire, donc on est là pour vous aujourd'hui. Oui, je reparle tout de suite après des anévrismes. Et voilà, merci pour la transition. Donc qu'est-ce que c'est un anévrisme ? Alors, ici vous avez schématisé le calibre normal d'une artère coronaire. Un anévrisme, ça commence en fait par la dilatation de cette artère coronaire. Parce que cette réaction inflammatoire dont on parlait tout à l'heure, qu'on ne connaît pas très bien, elle va s'attaquer à la paroi des artères coronaires. Et ces artères coronaires, du coup, elles vont se dilater. À ce stade-là, c'est pas gênant parce que le sang, il peut bien circuler à l'intérieur. Le problème, c'est que ces anévrismes peuvent plus tard se thromboser. En fait, comme il y a une poche où le sang peut circuler un petit peu moins vite, le sang va stagner et former un thrombus. C'est ça qu'on veut à tout prix éviter. C'est pour cette raison qu'on doit à tout prix enrayer le mécanisme inflammatoire initialement et derrière mettre en route aspirine ou anticoagulation selon les cas pour éviter la formation de ces thrombus. D'accord ? Et à plus long terme, ce qui va justifier le suivi du coup à vie, comme vous le disiez, alors on nuancera tout à l'heure, les cas ne se ressemblent pas. À plus long terme, on peut avoir malheureusement des sténoses alors une sténose, pardon, c'est un rétrécissement. Pareil, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. On a tendance à parler dans notre jargon et on n'a pas l'habitude de s'adresser aux patients, donc il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Ouais, alors la thrombose. La thrombose, c'est un caillot en fait, c'est un bouchon un bouchon de sang qui a commencé à vieillir et qui se solidifie et qui bouche la lumière de l'anévrisme. D'accord ? Et à plus long terme, même en l'absence de thrombose et de caillots et de calcifications, alors les calcifications, c'est des dépôts de calcium qui se mettent sur les vieux thrombus, sur les vieux caillots. C'est à peu près la même chose. Donc, même en l'absence de ces lésions-là, un anévrisme qui va perdurer, le remodelage vasculaire va continuer à se faire. C'est pas une inflammation aiguë, mais ça va cicatriser, si vous voulez. Et parfois, avec la cicatrisation, il y a un rétrécissement qui se fait à la sortie de l'anévrisme. Et c'est souvent ça qui va poser problème à plus long terme. D'accord ? Alors, l'échographie, donc une diapo très introductive, donc qui a tout son rôle dans le diagnostic positif, on va y revenir tout de suite après, et dans le suivi au long terme. C'est l'examen qu'on a à disposition assez facilement, c'est pas irradiant, c'est pas invasif, il faut juste que l'enfant soit à peu près sage, mais en général on y arrive.
Alors, je vais reprendre l'algorithme diagnostique dont on dispose, qui se réfère à des recommandations qui datent maintenant de 2004, pour vous illustrer à quel moment intervient l'échographie. Alors, comme vous expliquait Monsieur Dubos, devant une fièvre prolongée à partir de 5 jours et 2-3 signes cliniques qui nous font penser à la maladie de Kawasaki, déjà, en général, on a le réflexe de faire une prise de sang. Si la prise de sang est normale, en général, c'est pas tellement en faveur d'une maladie de Kawasaki. Encore que parfois, quand on ne sait pas, on va quand même à l'échographie. Mais on ne va pas retenir ce cas qui est quand même le moins fréquent. Si la prise de sang est pathologique et anormale, dans ce cas-là, soit on a des critères cliniques et biologiques qui nous permettent de poser le diagnostic de maladie de Kawasaki. Là, on n'a pas besoin de l'échographie pour démarrer le traitement. Donc le traitement sera débuté avant l'échographie. Et l'échographie, elle a toute son importance, on l'a fait rapidement, mais c'est plus pour le bilan lésionnel de départ, c'est pas pour poser le diagnostic. Alors que parfois, les critères cliniques et biologiques ne sont pas suffisants pour poser le diagnostic de maladie de Kawasaki, et bien là, l'écho, elle est faite en urgence, parce que si l'échographie est positive, elle pose le diagnostic et elle indique le traitement par perfusion d'immunoglobuline. D'accord ? Donc ça, c'est dans le cas où l'écho est positive. On traite. Si l'échographie est négative, alors dans un premier temps, on ne retient pas le diagnostic de maladie de Kawasaki, on voit comment l'enfant évolue. S'il ne fait pas de fièvre, tant mieux, ça ne devait pas être une maladie de Kawasaki. Mais s'il continue à faire de la fièvre, on peut recontrôler cet examen. D'accord ? Ça vous illustre encore que c'est un diagnostic difficile. Et ça illustre aussi l'importance de l'échographie, tant pour le diagnostic de la maladie de Kawasaki que le bilan lésionnel. En résumé, si l'échographie, si on trouve une atteinte coronaire, ça signe le diagnostic de maladie de Kawasaki. C'est pas souvent en médecine, mais s'il y a une atteinte coronaire, on est sûr que c'est ça. Ça peut pas être autre chose, associé à la fièvre, etc. D'accord ? Une fièvre plus l'atteinte, ça signe la maladie de Kawasaki, même en l'absence de signes cliniques. D'accord ? Ou des signes cliniques qu'on a très frustres et qu'on n'a pas su diagnostiquer. En revanche, si l'échographie est normale, on ne peut pas dire que ça élimine la maladie de Kawasaki. C'est soit une maladie de Kawasaki sans atteinte coronaire, où là on va se reposer sur les critères cliniques et biologiques, soit c'est une maladie de Kawasaki, c'est quand même moins probable cette solution-là, avec une atteinte coronaire plus tardive, donc peut-être qu'il faudra recontrôler l'échographie, ou bien c'est complètement autre chose. D'accord ? Donc là, j'ai terminé pour le rôle de l'écho dans le diagnostic de la maladie de Kawasaki. Maintenant, on va s'arrêter sur le rôle dans le bilan lésionnel initial, qui est très important parce qu'il va déterminer le type de traitement initial et surtout la durée du suivi à plus long terme. Alors, l'atteinte la plus fréquente et celle qui signe le diagnostic, c'est l'atteinte coronaire. Donc pour chaque coronaire, je vous ai remis ici un schéma anatomique du cœur. On a deux coronaires. Donc là, vous avez le ventricule gauche, ici l'aorte, à droite du cœur. Donc là, le cœur, il est tel qu'il est dans ma poitrine. À droite, vous avez l'artère coronaire droite. Et ici, vous avez l'artère coronaire gauche qui sépare en interventriculaire antérieur. Interventriculaire tout simplement parce qu'il y a le ventricule droit qui est devant et le ventricule gauche qui est derrière. Et l'artère coronaire circonflexe qui, elle, est plus derrière le cœur sur cette image. D'accord ? Donc ça, juste pour que vous ayez en tête l'anatomie coronaire. Pour chaque coronaire, visible à l'échographie, je vais vous montrer des boucles d'écho un petit peu plus tard, on mesure le diamètre des coronaires. C'est tout ce qu'on peut faire initialement. On ne peut pas voir un caillot ou autre chose, c'est trop tôt. Et puis l'échographie a quand même ses limites. On mesure la taille de ces coronaires et en fait, comme les enfants de moins de 5 ans, ils peuvent quand même peser entre 3 et 25 kg, vous vous doutez que la taille des coronaires n'est pas les mêmes. Donc c'est pour ça que vous nous voyez retourner sur l'ordinateur après l'échographie, rentrer la taille des coronaires par rapport au poids et à la taille de l'enfant.
Ça, c'est un site qu'on a à disposition sur Internet gratuitement qui nous permet d'évaluer la taille des coronaires, enfin d'apprécier la taille des coronaires. Donc là, on rentre la taille des coronaires et on a, alors là, c'est fortement anormal, on est à plus 8 déviations standards par rapport à la norme. Déviation standard, c'est par rapport à des normes statistiques. La norme, c'est en dessous de plus 2,5. Je vais vous montrer des images après. Donc, 1, morphologie coronaire. 2, la fonction cardiaque dans son ensemble. Déjà, pour être sûr que s'il y a une atteinte coronaire, il n'y a déjà pas de conséquences sur le muscle cardiaque, c'est extrêmement rare parce que initialement, les coronaires, elles sont dilatées, mais c'est très très rare, ça arrive, mais c'est très très rare qu'elles commencent à être bouchées. Si une artère coronaire est bouchée, ça veut dire que le sang n'arrive plus au muscle cardiaque et ça peut provoquer un infarctus. Et ça, nous, à l'écho, on ne voit pas le territoire infarci, mais la conséquence, c'est que le ventricule gauche peut se contracter moins bien. Donc c'est pour ça qu'on contrôle la fonction cardiaque. On examine aussi les valves. Donc les valves, ce sont des sortes de clapets qui séparent les différentes cavités dans le cœur. Pareil, c'est assez rare. Enfin, moi, j'en ai jamais vu d'atteinte valvulaire, mais ça arrive, donc on le recherche. Et enfin, ça c'est un petit peu plus fréquent, les épanchements péricardiques. Alors le péricarde, c'est une enveloppe, une séreuse qui entoure le cœur. C'est une séreuse qui, lorsqu'elle est inflammée, comme dans la maladie de Kawasaki, elle sécrète du liquide. Et ça, on peut le voir à l'écho. Donc, la seule présence d'un épanchement péricardique ne signe pas le diagnostic de maladie de Kawasaki, mais si on a un épanchement péricardique avec des signes un petit peu atypiques, ça reste compatible avec ce diagnostic. Donc voilà les 4 atteintes qu'on va rechercher, mais de toute façon, quand on fait une échographie, on fait tout, on fait l'examen en entier à chaque fois. Mais c'est les 4 choses sur lesquelles on va s'arrêter en échographie. Alors, j'ai choisi de vous donner les facteurs de risque d'atteinte cardiaque qui vous ont peut-être concerné dans vos situations à vous. Pour qu'il y ait une alors, les facteurs de risque qui ont été associés à une atteinte cardiaque sont plutôt les Kawasaki atypiques. Alors quand je dis Kawasaki atypique, c'est en gros ceux qui ont posé un problème de diagnostic et où le délai de consultation, pas le délai de consultation, le délai diagnostique a été un petit peu tardif. Alors là, je parlais de l'atteinte cardiaque tout confondu, donc coronaire, péricarde, atteinte valvulaire. Pour les atteintes coronaires en particulier, c'est les tout petits qui ont plus de risques de développer une atteinte coronaire. Ceux qui vont résister au traitement par immunoglobuline, ça arrive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résister au traitement par immunoglobuline? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à enrayer la phase inflammatoire, c'est-à-dire qu'à 48 heures après la perfusion des immunoglobulines, l'enfant est toujours fébrile. Et dans ce cas-là, en fait, le processus inflammatoire continue, le remodelage vasculaire continue aussi, et du coup, c'est pour ça que les coronaires, elles continuent de s'abîmer. Alors, consultation tardive ou diagnostic tardif, c'est un peu la même chose. Et on a aussi des anomalies biologiques qui sont facilement associées à des atteintes coronaires plus fréquentes. Et pour les atteintes valvulaires, c'est pareil, Kawasaki atypique et résistance au traitement. En général, c'est toutes les conditions qui favorisent la durée du processus inflammatoire. Alors, j'ai mis un petit nota bene en bas de ma diapositive. Selon ce qu'on lit dans la littérature, dans ce que rapportent nos collègues dans le monde entier, la proportion de patients qui résisteraient aux immunoglobulines, c'est-à-dire qui restent toujours fébriles, qui font toujours de la fièvre à 2 jours après la perfusion du premier traitement, ça serait 20% des patients. On en a encore reparlé hier avec les collègues. Nous, on n'a pas l'impression que c'est aussi important, mais bon, voilà, nous, c'est notre expérience locale. Ça existe quand même, la résistance au traitement par immunoglobuline. Ça va? Alors, voilà, là, je vous ai mis en fait le tableau auquel on peut se référer maintenant pour déterminer la durée du suivi en fonction de l'atteinte coronaire initiale.
Ça, c'est issu de recommandations qui datent de 2016. Vous voyez, donc les chercheurs mettent en commun leurs connaissances et on arrive à des recommandations. Et ça, c'est important parce que ça permet de standardiser la prise en charge des patients. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est pour ça que je voulais nuancer, est-ce qu'il faut un suivi à vie ou pas. Les patients qui n'ont pas de dilatation coronaire du tout, ça arrive, des maladies de Kawasaki ou fièvre, signes cliniques, mais pas d'atteinte coronaire, ou bien qui ont une dilatation très modérée et très transitoire des coronaires, ces patients vont avoir le traitement initial pour enrayer le processus inflammatoire, donc immunoglobuline et anti-inflammatoire. Ils vont avoir le traitement par aspirine pendant 6 à 8 semaines. Mais par contre, une fois qu'on est sorti de ces 3 premiers mois, en général, on les revoit une fois à 1 an pour nous assurer que tout va bien, alors qu'on est déjà à quasiment 1 an sans traitement, et ensuite on ne les suit plus, ces patients-là. Mais tous les autres patients pour qui il y a une dilatation coronaire significative, même si elle régresse, les recommandations nous engagent à suivre ces patients au long cours. Alors, le suivi, il est variable en fonction des centres et il est variable aussi en fonction de chaque situation. Quand je vous dis suivi à vie, c'est pas forcément une écho toutes les semaines comme c'est le cas au départ de la maladie. C'est tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Parfois, on dit même aux patients, tu viens me revoir dans 5 ans. D'accord, mais il faut juste qu'il y ait un œil médical sur le patient quand on a un antécédent de maladie de Kawasaki avec une atteinte coronaire significative. D'accord ? Oui. Alors, significatif, c'est une bonne question. Par rapport au poids et la taille, vous avez vu qu'on a des normes. Et je vous ai dit, la norme, c'est en dessous de plus 2,5 déviation standard. Si les coronaires, elles sont entre 2 et 2,5, ça c'est significatif parce qu'on pose la maladie de Kawasaki, on donne le traitement, mais c'est pas significatif pour le long terme. Surtout si c'est transitoire. J'ai revu un patient cette semaine qui avait une atteinte coronaire très, très limitée et très transitoire. Je l'ai revu là, ça faisait moins d'1 an. Ouais, je l'avais vu un petit peu après 6 semaines. Mais bon, c'est un peu délicat là pour moi. Je fais quelque chose en trop que votre médecin ne fait pas, mais c'est pas une erreur de sa part. Comment ? Ouais. Et dans le cas où l'atteinte coronaire persiste ? Alors, dans le cas où l'atteinte coronaire persiste, là, il faut un suivi prolongé. En fait, les critères pour pouvoir arrêter le suivi complètement, c'est que au bout de 6 semaines, il n'y ait plus rien du tout et que l'atteinte coronaire, elle n'ait pas dépassé les plus 2,5 déviations standard. Si ça dépasse plus 2,5, même s'il n'y a plus rien au bout de 6 semaines, on continuera un suivi, pas régulier, mais un suivi quand même vraiment au long cours. Si ce n'est pas le cas, on arrête. Si tout va bien, en espace, ça peut être tous les 5 ans, mais à partir du moment où il y a des lésions qui ont persisté au bout de 6 semaines, le suivi il doit être maintenu toute la vie de l'enfant, du patient. Non. Alors, il faut un contrôle à vie parce que les coronaires ont quand même été abîmés et même si le diamètre des coronaires s'est normalisé, il y a eu un remodelage qui fait qu'il y a une fibrose et on ne sait pas exactement comment ça peut évoluer. C'est pour ça. Et puis aussi, il y a quand même d'autres facteurs de risque d'atteinte coronaire qui peuvent survenir à l'âge adulte, les facteurs de risque cardiovasculaires qui sont le tabac, etc. C'est des facteurs de risque auxquels on va être le plus attentif chez ces patients-là. Donc non, c'est un suivi à vie et qui peut se rapprocher éventuellement à l'âge où on peut commencer à faire des infarctus, mais parce qu'on est devenu adulte et qu'on a accumulé les facteurs de risque, diabète, cholestérol, etc. Mais non, normalement c'est à vie, ouais. Mais quand je dis à vie, voilà, c'est tous les 5 ans, vous revenez me voir dans 10 ans, alors voilà, faut... Alors, je vais vous montrer quelques images d'échographie très rapides. Si ça vous embête, vous me le dites, j'arrête. C'est juste pour vous montrer à quoi correspondent les images échographiques que je vais vous montrer juste après. Donc ici, vous avez mon cœur. Voilà, on va faire comme ça. Mon cœur, il est là. Je le coupe comme ça et je le regarde par-dessus. D'accord ? Donc, par-dessus mon cœur, je vois... Mince. Pardon.
Vous avez ici l'aorte, c'est ce vaisseau, la crosse de l'aorte qu'on voyait sur le schéma. C'est la grosse artère qui sort du ventricule gauche et qui va apporter le sang oxygéné à tous les organes. Et en fait, les coronaires, elles sont issues de l'origine de ce gros vaisseau. Donc là, on voit 3 feuillets tout simplement parce que la valve aortique, elle est composée de 3 petits feuillets. On a le feuillet, on les appelle feuillet coronaire droit, feuillet coronaire gauche et feuillet non coronaire. Coronaire droit, pourquoi? Parce que ici, vous avez le début de l'artère coronaire droite qui chemine un petit peu comme ça. Là, on la devine ici. Et la coronaire gauche, elle naît du feuillet coronaire gauche ici. Et il va y avoir l'IVA, l'interventriculaire antérieur, qui chemine comme ça, et l'artère coronaire circonflexe qui chemine comme ça. Là, on ne les voit pas bien. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez d'où on part. Là, je vais faire très vite parce que... alors, je pensais que ça rendrait mieux. Mais donc ici, vous avez l'aorte. On ne voit pas bien les feuillets. Là, on devine l'origine de la coronaire droite. Et bon, il faut me croire, mais là, vous avez un calibre normal de l'artère coronaire gauche. Et ici, on voit que c'est un petit peu dilaté. On le voit mieux sur la diapo suivante. Voilà. Vous voyez que là, le calibre est normal. Et ici, c'est un petit peu dilaté. Donc ça, on mesure, on rapporte par rapport au poids et à la taille, et on dit s'il y a une dilatation coronaire ou pas. C'est surtout cette coupe-là que vous nous voyez faire pendant des heures sur votre enfant qui hurle. Ça, c'est un exemple sur la coronaire droite. Donc on a toujours l'aorte, la coronaire gauche là qui n'est pas dégagée, et la coronaire droite là qui est un petit peu dilatée à l'origine de la coronaire, et le trajet très proximal. Alors très proximal, ça veut dire très près de l'aorte. D'accord ? Voilà, c'était pour justifier les longues heures d'échographie avec nous. Alors, pour le suivi à plus long terme, en fait, on en a déjà parlé. C'est vraiment dépendant du bilan lésionnel initial et à 6 semaines. Si les coronaires ont un calibre limite, mais en dessous de plus de 2,5 déviations standard, et qu'elles ont un calibre normalisé à 6 semaines, là, le suivi n'est pas, prolongé. C'est un suivi transitoire. Pour toutes les autres situations, c'est un suivi à vie. Pas forcément régulier tous les 3 mois, mais il faut un œil tous les 5 à 10 ans, en fonction des situations. Alors, les facteurs associés à la régression des anévrismes, étonnamment, c'est aussi les âges les plus faibles. C'est eux qui sont le plus touchés, mais c'est aussi eux qui récupèrent le mieux. La taille des anévrismes inférieure à 5 mm, donc c'est assez petit. Ça, c'est intuitif. On se dit que plus l'anévrisme est petit, plus facilement il va disparaître. Bon, la morphologie de la dilatation, ça, c'est plus pour nous. Et puis, l'atteinte des coronaires, plus c'est loin de l'aorte, plus ça récupère mieux. Alors, les facteurs de mauvais pronostic, c'est des tailles de coronaires importantes, supérieures à 8 mm. Et après, on peut aussi raisonner en plus 5 déviations standards par rapport au poids et à la taille. Chez ces patients-là, on sait qu'à 5 ans, il peut y avoir la moitié des patients qui peuvent développer un rétrécissement de l'artère coronaire significatif, jusqu'à 2/3 à 10 ans et les 3/4 à 15 ans. Alors, je suis un peu provocatrice quand je donne ces... Je sais que je vais vous effrayer, mais c'est pour justifier en fait le suivi à long terme. C'est important de suivre ces patients de manière très régulière et en répétant les examens à intervalles rapprochés s'il le faut. Alors, il n'y a pas que l'échographie. Alors ça, c'était à d'autres, on voit un petit peu mieux. Donc ça, c'est toujours de l'écho. Vous avez l'aorte ici. En rouge, vous sont indiqués les anévrismes de la coronaire gauche. Donc vous avez une petite boule ici, une autre petite boule là. Donc là, ce sont 2 anévrismes très rapprochés. Et en jaune, vous avez une dilatation simple de l'artère coronaire droite. Il n'y a pas vraiment de boule, mais elle est un peu trop visible par rapport à d'habitude. Donc, en effet, il n'y a pas que l'échographie dont on dispose pour évaluer l'importance des anévrismes. Voici un scanner. Alors ça, c'est une reconstruction en 3 dimensions. Vous avez donc, on retrouve un petit peu le schéma tout à l'heure. En rouge, ça c'est le muscle cardiaque. Ça c'est l'aorte qui sort du cœur.
et les artères coronaires, ici. Donc ça, c'est l'artère coronaire droite. Ça, c'est la circonflexe et ça, c'est l'interventriculaire antérieure. Là, on est tourné par rapport à tout à l'heure. Là, vous voyez en fait un anévrisme, un autre. Là, vous voyez un calibre un petit peu irrégulier. Là, c'est le cas aussi. Donc ça, c'est une atteinte sévère pour laquelle on a eu recours au scanner assez facilement. En fait, la dilatation, c'est juste les parois restent parallèles. Vous avez votre coronaire normal, une dilatation, le calibre est augmenté, mais les parois restent parallèles, alors qu'un anévrisme, en fait, c'est juste un endroit, du coup, ça fait une petite poche. Et c'est dangereux parce qu'en fait, là, au creux de ma main, c'est là que va stagner le sang et vieillir et former des caillots. D'accord ? Alors, juste pour information, à 1 an d'évolution, ce patient-là, les anévrismes avaient tous disparu sous traitement. Par contre, les calibres des coronaires restent irréguliers, restent pas normales, mais les anévrismes avaient disparu, mais il devra être suivi à vie, ça c'est clair. Donc un mot sur mon rôle était de parler de l'échographie, mais ça serait prétentieux de la part des cardiologues de dire qu'on peut tout voir en écho. On a besoin d'autres examens de temps en temps. Quand il y a des atteintes sévères, on va facilement au coroscanner pour certains d'entre vous qui ont été concernés. Donc on en a besoin quand les anévrismes sont multiples et surtout pour voir des segments qu'on ne voit pas bien à l'échographie. Nous en échographie on voit bien ce qui est proche de l'aorte, mais parfois on ne voit pas bien ce qui est un petit peu plus loin de l'aorte. Donc quand on voit beaucoup d'anévrismes déjà à l'échographie, on se dit qu'il y en a d'autres qu'on ne voit pas bien, donc on fait le coroscanner assez facilement. Et puis aussi, un petit peu plus tard, on évalue le degré de collatéralisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une collatérale ? Il faut se dire que quand une coronaire est bouchée ou que le flux sanguin ne passe pas bien au travers, et ben en fait, il y a un réseau autour qui va se développer pour shunter l'obstacle. C'est ça, les collatérales. Et ça, en écho, c'est très difficile à voir. C'est plutôt au scanner ou en IRM qu'on peut le voir. Donc le scanner coronaire, c'est bien, on voit super bien, mais c'est un examen irradiant. C'est pour ça qu'on ne le fait pas à tous les patients. On le fait vraiment quand on en a besoin. Alors maintenant, avec les nouvelles acquisitions, c'est de moins en moins irradiant. Voilà, c'est pas un examen qu'on fait toutes les semaines comme l'échographie qu'on fait facilement. Ça présente l'avantage par rapport à l'IRM d'être un examen court, donc on n'a pas besoin d'endormir l'enfant. Donc à l'inverse, l'IRM, c'est un examen qui n'est pas irradiant, mais qui dure très longtemps. Et pour ceux d'entre vous qui en ont déjà fait, ça fait beaucoup de bruit. Donc les enfants, ils n'aiment pas trop et on est obligé de les endormir complètement. Donc pareil, l'IRM, on y a vraiment rarement recours. Et l'examen gold standard, de référence pour les coronaires, c'est la coronarographie. Qu'est-ce que c'est qu'une coronarographie ? En fait, c'est un examen invasif parce qu'on va piquer l'artère fémorale ou l'artère radiale, ce qui sont des grosses artères qui remontent, on revient à l'aorte comme ça, et on va injecter du produit de contraste à l'entrée des coronaires. On prend des clichés de radio et comme ça, on voit en négatif la cartographie des coronaires. Je vais juste vous montrer un exemple. Alors ça, c'est un scanner avec c'est la même chose qu'en échographie. L'aorte et ici les deux anévrismes, tout près. Mais ça, on aurait pu le voir en écho. Et donc ça, c'est une coronarographie. Où ça, ce sont les 3 coronaires, mais qui sont atteintes. Ça, c'est un cas extrêmement sévère que j'ai retrouvé dans la littérature. C'est pas un cas qui est suivi à Lille. Mais voilà, la coronarographie, on y a recours, mais vraiment dans les cas où on ne peut pas faire autrement. Et la coronarographie, elle présente aussi l'avantage de parfois traiter aussi. Parce que quand il y a des atteintes coronaires, c'est là qu'on va se poser la question de mettre des stents. Les stents, c'est les petits ressorts qu'on met à l'intérieur des coronaires pour écarter les parois de manière à ce que le sang recircule à nouveau. Ça se fait en coronarographie. Donc voilà, c'est l'examen de référence, mais qu'on ne fait pas à un enfant qui n'en a pas besoin parce que c'est irradiant. Et puis c'est pas anodin comme examen.
On a vu une artère coronaire qui était un petit peu rétrécie et du coup on est allé déployer un stent donc qu'on monte sur la sonde et une fois qu'on est à l'endroit du rétrécissement, on déploie le petit ressort et il va écarter les parois pour que le sang puisse passer à nouveau. Alors ça arrive aussi que bien qu'on mette un ressort, derrière le ressort là ça se referme en fait. Il y a une réaction de l'artère qui fait que ça se referme. Donc ça arrive. Ou avec le traitement d'Avicor, il n'y avait pas moyen d'arrêter le saignement. On a dû aller lui faire un point. Ici ? Oui. Oui, alors ça c'est un exemple d'effet indésirable de la coronarographie, c'est que pour faire cet examen-là, on pique l'artère fémorale. Et piquer une artère, c'est pas anodin parce que si ça saigne, en plus chez des patients qui sont sous anticoagulants, parfois ça fait des hématomes et parfois on doit demander au chirurgien d'aller resuturer l'artère. Donc pareil, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous expliquer qu'on fait pas cet examen, même si c'est la référence à tous les patients, parce que quand il n'y en a pas besoin, il vaut mieux s'en passer. Un mot sur les examens fonctionnels. Alors qu'est-ce que c'est les examens fonctionnels ? Jusqu'à maintenant, on a fait des examens qui nous permettent de voir les coronaires. Mais ce ne sont pas des examens qui nous permettent d'évaluer le fonctionnement, d'évaluer la conséquence du mauvais fonctionnement des artères coronaires. Alors d'abord, on a l'électrocardiogramme. C'est pour ça qu'on fait régulièrement des électrocardiogrammes chez les patients qu'on suit au long cours pour une maladie de Kawasaki. Parce que lorsqu'il y a un territoire du cœur qui est mal perfusé, il va y avoir des signes à l'électrocardiogramme. Et ensuite, on a d'autres examens à disposition qui sont pas trop invasif, c'est l'épreuve d'effort sur tapis roulant. Parfois, on va demander aux enfants, quand ils sont assez grands, parce que quand ils sont trop petits, c'est trop difficile, on les fait courir sur un tapis et on enregistre l'électrocardiogramme en même temps. Comme ça nous permet de voir au repos, l'électrocardiogramme est normal, on est rassuré, mais il faut voir à l'effort comment ça va, parce qu'à l'effort, le cœur, le débit cardiaque augmente, et si le sang passe pas très bien par les coronaires, c'est là qu'on peut voir qu'à l'effort, il peut y avoir un souci. Donc l'épreuve d'effort, on y a facilement recours dans la suite du suivi. Si cette épreuve d'effort est pathologique et n'est pas normale, dans ce cas-là, on va peut-être être plus invasif, refaire un coroscanner, faire une coronarographie s'il le faut, et une IRM. D'accord ? Mais je ne vais pas détailler ces examens, je pense que c'est pas le... vous pouvez revenir vers moi pour des questions après la suite des exposés, mais je pense que là, ça serait aller un peu trop loin. Pardon. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir bien expliqué que l'échographie a tout son rôle dans le diagnostic de la maladie de Kawasaki et le suivi. Tant pour le diagnostic que le bilan lésionnel, puisque c'est le bilan lésionnel qui va déterminer le type de traitement et la durée du suivi à plus long terme. Retenez qu'à partir du moment où les coronaires elles ont dépassé ce seuil de plus 2,5 déviation standard, le patient doit avoir un suivi à vie. Donc l'écho, c'est un examen qui n'est pas invasif, qui n'irradie pas, les ultrasons ça n'a pas d'effet. C'est bien sûr dépendant de la personne qui fait l'échographie. C'est pour ça, si jamais ça arrive que vous ayez un cardiologue plutôt que votre cardiologue référent qui voit votre enfant, qui voit pas tout à fait pareil, souvent on a besoin de revoir les images entre nous parce que c'est un examen très dynamique en fait. L'examen, on l'interprète au moment où on le fait, donc il n'y a que la personne qui a la sonde dans la main qui peut interpréter les images. Et bien sûr, ça dépend aussi de la compliance des patients, c'est-à-dire est-ce que les enfants sont sages ou pas pendant l'échographie. Les autres examens, on les fait quand il y en a besoin, mais on ne les fait pas d'emblée parce que soit ils sont irradiants, soit ils nécessitent que l'enfant soit endormi, soit ils ne sont pas anodins comme une coronarographie. Voilà, je vous remercie. J'attends vos questions.